Dans cette vidéo, on va examiner les équipes top et les équipes flop de ce début de saison de Liga. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et comme d'habitude, c'est gratuit, ça n'a jamais tué personne. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Comme dit précédemment, on va examiner les tops et les flops de ce début de saison de Liga. Donc on va commencer par le leader, le FC Barcelone, avec une bonne équipe qui commence toujours avec un bon gardien, un Ter Stegen infranchissable. En ce début de saison, il est vrai qu'il a encaissé 3 buts face au Real Madrid, mais derrière, ça a été une vraie muraille. Et pourtant, ça n'a pas été facile, car devant lui, il y a eu beaucoup de changements. On a eu notamment la révélation Balde sur le côté gauche, même s'il a été amené à jouer du côté droit aussi, qui a beaucoup amené pour le Barça, avec un Jordi Alba qui a été laissé de côté pendant un petit moment, même si il revient en grâce là juste avant le mondial. On a eu aussi un Christensen qui s'était bien adapté mais qui s'est blessé. On a eu un Koundé qui n'a pas pu commencer la saison n'étant pas qualifié puis en se blessant. Araujo, la grosse tuile pour le Barça. Ce défenseur qui pour moi est un des défenseurs du futur, hein. Un très très gros défenseur, beaucoup de duels, il est très bon dans les duels, très rassurant, voilà, un défenseur puissant comme il faut, et en plus offensivement il peut beaucoup apporter aussi, notamment avec son jeu de tête. Donc Araujo qui a été la grosse tuile de ce début de saison avec sa longue blessure, même si il pourrait certainement pouvoir jouer le mondial alors qu'on lui prédisait un retour plutôt vers la fin décembre. Marcos Alonso qui de son côté était venu plutôt pour jouer latéral, avec la retraite de Piqué et les nécessités qu'il y a eu dernièrement, on l'a vu jouer beaucoup dans l'axe, et dans l'axe je pense qu'il risque de s'installer avec le temps. Je le trouve toujours un peu léger sur les duels, hein, notamment même s'il y avait eu une grosse faute face à Osasuna, mais c'est toujours lui qui était à la position de faiblesse. On l'a vu notamment en Champions aussi, face au Bayern, face à l'Inter. Il a été très très juste physiquement, alors que voilà, comme je le disais, c'est un joueur qui a joué en première ligue. Donc normalement, un joueur qui est habitué à ces joutes-là, à mettre les coups d'épaule, à se relever, ainsi de suite. Mais là, il est souvent en position de faiblesse. Et des fois, voilà, le fait qu'il tombe sur certains duels que l'arbitre n'a pas envie de siffler, ça met parfois son équipe en danger. Donc voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. On a un Frenkie de Jong qui a été laissé de côté par Xavi pendant un certain moment. On l'a annoncé beaucoup partant aussi. Et actuellement, il est l'un des meilleurs joueurs du Barça, hein. Il est en train de devenir la suite logique de Busquets, qui certainement joue sa dernière saison, même si on a vu que Luis Enrique, notamment, voulait le convaincre de jouer un peu plus. Mais on sait que voilà, il s'approche de la fin et qu'il a de plus en plus de mal dans les matchs à intensité, notamment ce qu'il a eu en Champions face au Bayern et face à l'Inter. On a vu en très très grande difficulté dans ces matchs-là. Mais dans les matchs à la portée du Barça, il a su faire les différences nécessaires pour, sans être extraordinaire, être quand même pouvoir figurer dans l'équipe, même si on l'a connu avec un meilleur rendement. Devant, on a notamment Dembélé sur le côté droit qui a bien fait sa place, lui qui a été annoncé partant l'an dernier avec sa fin de contrat, mais finalement Xavi avait dit que c'était un objectif de le faire rester. Il a réussi à le faire rester. Dembélé est plutôt très intéressant. Je l'ai même dit à un moment que c'était le meilleur joueur du Barça si on enlevait le côté de se focaliser sur les buts de Lewandowski, mais l'agitateur, celui qui amène le danger du côté du Barça, balle au pied par ses courses et son leadership, dans sa façon de se comporter, Dembélé a beaucoup changé. Et pour moi, c'était voilà, l'élément clé, le facteur X du Barça. Il fait un très très bon début de saison, même si il a un peu disparu aussi dans les grands matchs, comme Lewandowski, qui dans la 96-97% des matchs du Barça, toujours présent. On sait que c'est un danger permanent, mais malheureusement, quand il fallait faire la différence face aux grosses équipes, même si il a marqué face à l'Inter au Camp Nou dans ce match un peu fou, on aurait pu attendre mieux, par exemple, de son match au Bernabeu, où il a raté notamment en première mi-temps une occasion toute faite. Mais Lewandowski est quand même un joueur qui montre toute l'étendue de sa classe, et même si avec Dembélé on le voit avoir quelques correspondances qui sont intéressantes, on sent qu'on dirait qu'il a des fois un niveau trop haut, une intelligence footballistique trop haute par rapport à certains de ses coéquipiers, et ça fait que des fois il y a des manques au niveau des combinaisons. Mais Lewandowski est un très grand attaquant, il va marquer beaucoup de buts et va certainement finir
Pichichi cette saison de la Liga pour sa première saison en Espagne. Il risque de finir meilleur buteur. On le voit venir et ça devrait être le cas. On a des joueurs comme Gabi aussi qui est en train de prendre beaucoup de galons. Hein. On le voit, c'est un joueur très combatif, beaucoup d'énergie aussi. Ça va faire du bien au Barça d'avoir un aboyeur comme ça pour les prochaines années parce qu'il est encore très jeune et on sait qu'il a un grand avenir devant lui. Donc ça va être intéressant de voir le Barça continuer comme ça avec Gabi et Pedri qu'on ne présente plus, même s'il a eu un petit coup de mou. On sait que voilà, il doit améliorer ses situations, notamment au niveau du tir, de oser tirer un peu plus à distance, avec le parallèle qu'on va faire certainement avec Valverde du Real Madrid, mais on en parlera par la suite. Mais Pedri, voilà, c'est à la salle des machines, quand ça va bien tourner, certainement dans le futur, donc De Jong qui sera en pointe basse avec devant lui Gabi et Pedri, ça devrait être très intéressant pour le Barça pour les futures saisons. On a Rafinha qui avait super bien commencé. Il a connu une période un peu difficile, mais sur le dernier match, il a réussi à faire la différence et permettre au Barça de finir leader, notamment durant toute la trêve du Mondial. On passe au second top, donc le Real Madrid, qui a réalisé ce mercato avec l'arrivée de Tchouaméni à 100 millions, critiqué par certains. Certains voulaient laisser sa chance au produit. Ce qu'on peut dire, c'est que la suite de Casemiro est très très bien assurée. Il est très très bon, il s'est imposé très vite. On a vu un premier match timoré et derrière il a été excellent, même si sur le dernier match face au Rayo Vallecano, le dernier match de Liga, c'était son plus mauvais match certainement sur les couleurs madrilènes. Mais il faut savoir aussi passer au travers, on ne peut pas être toujours au top, mais vraiment un très 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 bon début de saison de la part d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Et c'est pas une mince affaire de venir dans cette équipe-là et de s'imposer comme il a fait lui au milieu de terrain. On a eu notamment l'arrivée de Rudiger qui est plutôt dans la rotation, tantôt dans l'axe, tantôt comme latéral. Intéressant aussi à avoir, un profil intéressant pour Madrid, avec le fait qu'Alaba doit parfois jouer à gauche parce qu'on n'est pas du tout sur la meilleure saison de Mendy, même si défensivement il y a toujours cette qualité-là pour pouvoir empêcher beaucoup d'actions dangereuses. Mais c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de déchets techniques, notamment offensivement. Déjà que c'était un de ses défauts, mais offensivement, voilà, il y a beaucoup de problèmes du côté de Mendy qu'il va falloir régler. Donc on verra la suite à ce niveau-là, mais voilà, Rudiger dans l'axe, on avait vu son but en Champions League du côté du Shakhtar, qu'il était allé se chercher le but jusqu'à se faire saigner le visage. Et voilà, c'est un joueur très, très rugueux, très intéressant, comme profil à voir pour Madrid. Avec Militão qui s'adapte, que ce soit lui ou Alaba à ses côtés. On a un Militão qui est très bon en général, mais qui est capable de commettre des erreurs grosses qui peuvent valoir des buts ou voilà, des occasions très dangereuses. Mais une défense du Real Madrid qui a du mal à faire des clean sheets, mais ils peuvent compter sur leurs attaquants devant pour essayer de faire la différence, notamment Vinicius, qui est souvent pris à partie cette saison. On a vu la polémique avec l'Atlético de Madrid, avec Koke qui avait déclaré que si il marquait et qu'il dansait, il y aurait un bruit. Finalement, il a marqué et dansé et ça a pu se passer parce que il y avait une polémique qui s'était tellement déclarée qu'on attendait la réaction et finalement, c'est certainement ça qui a amené que les choses ne s'enveniment pas. On a un Rodrigo que Carlo Ancelotti voit comme un futur numéro 9. Un Rodrigo qui a souvent remplacé Karim Benzema, le Ballon d'Or. Encore un bon point pour le Real Madrid. Un Karim Benzema qui a remporté ce Ballon d'Or. C'est une très belle récompense finalement pour un joueur si collectif de remporter le trophée individuel le plus important de ce sport. Et voilà, Benzema a manqué pas mal de matchs cette saison et Rodrigo a dû dépanner dans l'axe, ce qui a fait qu'on a encore eu ce Valverde sur la droite qui a pu jouer son rôle de ailier travailleur pour venir travailler aussi dans les phases défensives avec Modric et Kroos qui ont retrouvé leurs jambes de 20 ans cette saison. Très, très performants les deux papis du Real Madrid au milieu de terrain. Et voilà, ce Valverde qui est incroyable avec sa capacité de frapper, de faire la différence. On avait vu Carlo Ancelotti qui avait déclaré qu'il déchirait sa carte d'entraîneur s'il mettait moins de 10 buts cette saison. Et là, voilà, on sait qu'il va exploser. Et il faudra même se demander s'il ne va pas doubler le fait d'arriver à 20 buts plutôt que de penser à la barre des 10 buts. Donc un très très bon Fede Valverde, un très bon joueur pour le futur du Real Madrid.
Donc voilà, Madrid s'est laissé dépasser par le Barça. On dirait qu'il y a eu un petit effet de décompression après le Classico qu'ils ont remporté haut la main et qu'ils auraient pu faire même plus de sang, comme on dit en Espagne, hacer sangre à ce niveau-là. Mais ils ont laissé un Barça un peu vivant dans ce match-là. Alors qu'on sait que la situation est inversée. Le Barça leur aurait mis une belle raclée, mais Madrid a cette capacité-là de gagner les matchs, mais souvent de laisser vivant ses adversaires. C'est une façon de gagner. Et de toute façon, faut faire les comptes à la fin de l'année. Et on ne peut pas leur donner tort quand on voit ce qui s'est passé la saison dernière en ayant remporté la Liga et la Champions. En troisième top, j'ai choisi l'Athletic Bilbao d'Ernesto Valverde, une équipe avec Marcelino, qui avait retrouvé une certaine sérénité, mais à qui il manquait quand même de précision devant, ça manquait de percussion d'allant pour faire la différence devant. Et chose faite cette saison, on a les frères Williams qui portent cette attaque à merveille. On a Sunset aussi derrière, un très bon piston qui arrive aussi à se projeter facilement et à faire des choses intéressantes. Et Bilbao se retrouve en haut du classement. Ils auraient pu être encore plus proches du Real Madrid s'ils n'avaient pas eu leur coup de mou qu'ils ont eu là un peu sur les derniers matchs, mais ils se sont retrouvés sur la dernière journée. Mais en n'ayant pas eu ce coup de mou, ça aurait pu être vraiment une grosse surprise et serait vraiment collé aux équipes de tête mathématiquement. Et voilà, ça a félicité ce qu'est en train de réaliser Ernesto Valverde, qui est de retour dans le club, même si on peut leur reprocher notamment lors du choc au Camp Nou d'avoir lâché le match très vite et de ne pas avoir joué comme ils auraient dû le faire et comme ça avait été annoncé, avec en allant chercher le Barça, de vouloir posséder le ballon aussi. On n'a rien vu de tout ça et ça a été un peu dommage sur cette confrontation-là. Mais c'est vrai qu'à domicile, ils ont une pression dans cette cathédrale de San Mamés, un stade magnifique que je vous invite à visiter ou même à aller voir un match dès que l'occasion s'en présente. C'est vraiment une des antres du football les plus belles qui soit et vraiment il faut y mettre les pieds au moins une fois. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont faire sur la suite de la saison. Là, ça a été un premier tiers de Liga plutôt réussi, mais il va falloir continuer comme ça sur la durée pour pouvoir terminer dans des places de Champions League, pourquoi pas, pour les joueurs de Valverde. On va passer au flop et on va commencer par l'Atlético de Madrid. Un message d'El Cholo Simeone qui semble de plus en plus usé. Une grande équipe, une grande plantilla, comme on dit en français, un grand effectif justement de l'Atlético de Madrid, avec notamment devant Griezmann, João Félix, Cunha, des joueurs très intéressants, Correa, mais on sent que El Cholo n'arrive pas à les faire jouer comme il se doit, et c'est que de la frustration, parce que souvent ça joue en bloc bas. On voit João Félix qui est pas content du traitement qu'il a. Il se plaint d'être souvent le premier à sortir quand il est titulaire. Et, il se plaint d'être sur le banc aussi. C'est vrai qu'il y a une frustration parce qu'il pourrait être utilisé autrement. On a l'impression qu'il perd un peu son temps. Et il a lui-même, en n'étant pas en très bon terme avec son coach, il lui a sauvé la tête plusieurs fois parce que dernièrement, il a marqué quelques buts intéressants et clés pour l'Atleti qui, sans jouer forcément bien, avait réussi à grappiller quelques points. Ensuite, il y a des choses à revoir parce que la défense est beaucoup plus friable. Et heureusement qu'ils ont un Oblak qui souvent sort des matchs. C'est un gardien qui arrive beaucoup à se chauffer et qui est habitué à être sollicité. Donc il sort de très très belles parades. Mais sans Oblak, je sais pas où serait l'Atleti aujourd'hui. Il serait en tout cas bien plus bas dans le classement parce que cette défense-là, qui était une des clés de cette équipe-là, quand Cholo leur a fait monter les paliers pour jouer 2 finales de Champions League en si peu de temps, en gagnant l'Europa League aussi, avec lui notamment au début de son règne, et ensuite là contre Marseille il y a 4 ans. Et finalement, toute cette défense-là paraît tant perméable maintenant que ça fait bizarre à voir de la part de l'Atleti. Donc il n'y a aucune sérénité devant, aucune derrière. Et voilà, un milieu de terrain aussi qui a du mal à prendre le pouvoir, un Coquet qui n'arrive plus à avoir les clés du jeu comme il pouvait l'avoir par le passé. Et donc voilà, il y a Witsel qui parcourt beaucoup de terrain, qui a très bien commencé, qui est devenu un peu plus, avec des performances un peu quelconques à un certain moment. Mais il y a des choses à revoir au niveau de l'Atleti. Est-ce que, comme Arsenal avec Wenger, il faut vouloir tourner la page, mais savoir comment la tourner? Parce que ça peut être aussi compliqué avec un entraîneur qui illustre autant l'identité du club.
Ça peut être voilà, un choix compliqué, c'est peut-être pour ça qu'il est encore à la tête de la Leti, mais certainement que les dirigeants doivent penser à une suite et il faut donner une suite à tout ça. Donc est-ce que Diego Simeone va réussir à se renouveler dans son coaching et dans sa façon de voir les choses? Cette trêve du mondial peut l'aider à voir les choses un peu autrement. Aussi, il va falloir peut-être tourner la page en fin de saison et terminer avec lui. Voilà, cette saison, ça servirait peut-être entre guillemets à rien de changer en cours de route, ou peut-être aussi une manière de préparer la saison suivante en se disant qu'on sacrifie les 6 derniers mois. Donc ça peut être voilà, une façon de voir les choses, mais je pense que les dirigeants vont aller sur la continuité parce qu'eux aussi peuvent se cacher aussi derrière Simeone qui illustre tant l'identité du club, pour qu'on ne voit pas les défauts et leurs défaillances à eux aussi de leur côté. Donc voilà, c'est Simeone qui prend toute la pression, il parle beaucoup, même s'il est un président des fois qui vient un peu lui servir de garde du corps, mais c'est souvent lui qui s'expose et qui parle vraiment au nom du club. Il a tellement ce club dans le cœur et dans le sang, que voilà, Simeone prend tomato los palos, comme on dit, donc il se prend tous les coups qu'il faut prendre au nom du club. Et ça fait que voilà, ça permet à certains de pouvoir cacher aussi leurs défauts et de ne pas pouvoir s'exposer aux explications et aux critiques qu'on leur demanderait par rapport à la situation de la Leti actuellement. On a aussi le FC Séville qui a eu de très gros problèmes cette saison, qui continue d'en avoir, car ils flirtent avec ils sont dans la zone de relégation même après la dernière journée de Liga. Julen Lopetegui qui n'arrivait plus à faire passer son message. Ils ont été si près de jouer le titre la saison dernière. Et dans le dernier virage, voilà, ils ont tout lâché à l'aube du printemps. Ils ont tout lâché et ils n'ont jamais réussi à retrouver le cours des choses. Un mercato qui a été très vite critiqué, un mercato de Monchi qui a été très vite critiqué. Et finalement, Julen Lopetegui n'a pas réussi à tenir. On a vu des défaites, de très grosses défaites, des goleadas, comme on dit, des défaites avec beaucoup de buts, notamment face à City, notamment avec un groupe compliqué avec City et Dortmund. C'était pas évident de faire les choses, mais voilà, ils essayent de se retrouver. On a vu une petite embellie avec l'arrivée de Sampaoli qui a redistribué les cartes, notamment avec Guders qui est en train de retrouver du temps de jeu. Une autre position aussi, il était souvent utilisé en défense, là il est au milieu de terrain, il a marqué 2 ou 3 buts très importants pour le club. Et donc voilà, le FC Séville doit continuer son redressement, essayer de sortir de cette zone parce que ça va pas être évident. Plus le temps va passer, plus ils seront dans cette zone-là. Une équipe qui n'est pas préparée, l'accident est vite arrivé, parce qu'il y a des équipes qui savent c'est quoi jouer la seconde partie de tableau, donc ils sont habitués à ces joutes-là de savoir comment gagner, aller chercher leurs points sur les dernières parties de saison. Mais quand c'est une équipe qui n'est pas du tout préparée à ça, et en plus ils ont à la Ligue Europa une compétition, ils ont de l'ADN pour la gagner, ils l'ont démontré tant de fois. Donc peut-être que voilà, il y aura encore de la débauche d'énergie à ce niveau-là avec la Ligue Europa. Donc attention danger de ce côté-là pour le FC Séville, et voir ce que va imposer Jorge Sampaoli. Donc on va voir ce qui va être fait du côté du FC Séville. Mais la situation actuellement est très 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 préoccupante. Donc voilà pour ce débrief des tops et des flops de ce début de saison. Donne ton avis en commentaire pour voir ce que tu penses. On se revoit très bientôt. On va passer en mode Coupe du Monde. Like la vidéo, abonne-toi et on se revoit très bientôt. Ciao.